à tous et bienvenue sur ce nouveau live Meet Your School. On est très heureux de vous retrouver ce soir pour un nouveau live. Et ce soir, on va parler de communication. L'idée, c'est qu'on a, globalement, vous avez très certainement entendu tout ce qui se passe avec l'arrivée de l'IA. Et on voulait tout simplement aborder ce sujet ce soir. L'idée, c'était de parler d'influence, d'IA, storytelling et comment la communication se réinvente dans toutes ces transformations. Et pour ça, on a eu la chance d'avoir tout simplement une école qui a accepté d'intervenir ce soir et de nous présenter un petit peu ça. Donc, on a plusieurs intervenants qui sont ensemble. On a la chance d'avoir Caroline, Gabriel et Antoine qui vont se présenter dans un instant. Bonsoir. Mais avant de se présenter, ce que je propose pour tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois sur Meet Your School, eh bien, c'est de tout simplement nous faire confiance sur ce live et de faire en sorte de nous poser un maximum de questions. L'idée, c'est que ces lives soient interactifs. Donc, n'hésitez pas, vous avez un chat à disposition. Vous pouvez poser vos questions, très simplement. Et nous, avec nos intervenants ce soir, on se fera un plaisir d'y répondre. Je vois que vous avez déjà commencé à utiliser le chat. Bonsoir à tous, Maria, Fatima, Liliane. On est très heureux de vous avoir ce soir et tous les autres. Donc, ne soyez pas timides. Utilisez le chat pour nous poser vos questions. Donc, pour ceux qui nous rejoignent ce soir, on va parler d'une thématique assez intéressante, très phare. Beaucoup de jeunes sont intéressés par ces métiers de la communication et on va voir globalement comment elle se réinvente avec globalement l'arrivée notamment assez brutale de l'IA. Et l'idée, c'est de voir un petit peu comment ça façonne un petit peu ce futur. On va tout simplement se présenter maintenant. On va faire un petit tour de table. On a la chance d'avoir avec nous, du coup, comme je le disais, Caroline, Gabriel, Antoine. Je vais leur laisser la parole. Comme ça, vous aurez au moins, vous comprendrez qui est avec nous ce soir et peut-être ça vous donnera l'idée de poser des questions beaucoup plus spécifiques. On va donner la parole parce qu'on est galant à Caroline. Bonsoir Caroline. Bonsoir, donc je suis Caroline Fleury, directrice de l'ECAS Paris. L'ECAS Paris, c'est une école qui forme les futurs professionnels de la communication du bac au bac plus 5 et on a le plaisir de les accueillir à travers différentes formations en événementiel, en direction artistique, en communication globale, en communication politique, en communication digitale, communication créative, donc tous les métiers aujourd'hui qui font de la communication un merveilleux métier. Merci beaucoup, Caroline. On a la chance aussi d'avoir avec nous Gabriel. Bonsoir, Gabriel. Bonsoir, donc moi je me présente après Caroline. Je suis étudiant en B2 à l'ECS Paris, elle a décrit c'était quoi, mais aussi accessoirement le chargé de com du campus. Et je suis aussi ambassadeur, donc je suis sur tous les salons et toutes les JPO de l'école. Voilà. Il nous accompagne partout. Ouais. Génial. Et pour beaucoup de jeunes, c'est extrêmement important aussi de pouvoir discuter avec des jeunes qui vivent l'expérience de ces formations parce que ça c'est extrêmement concret. Donc merci beaucoup du coup Gabriel d'avoir accepté cette invitation. Et on a la chance aussi d'avoir Antoine. Bonsoir Antoine. Est-ce que vous pourriez aussi vous présenter? Oui, bonsoir à tous. Donc je m'appelle Antoine Moscardo, je suis professionnel de l'événementiel depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai la chance d'intervenir à l'ECS depuis 3 ans sur la partie événementielle, auprès de bachelor et auprès de master, et je suis également le coordinateur de la filière événementielle pour être sûr qu'on soit bien en lien avec le monde professionnel. Super, merci beaucoup pour cette présentation et je crois qu'en effet, le fait d'avoir la triptyque dans nos lives, à la fois l'établissement, à la fois le jeune qui vit la formation et à la fois l'entreprise, ça complète parfaitement en fait globalement l'ensemble des questions qu'on peut se poser. Parce que je crois que les jeunes comme les parents ont bien conscience qu'on se forme pour intégrer un métier, intégrer un secteur. Et du coup, l'idée, c'est de voir globalement si les formations qu'on va faire, elles sont alignées avec ce que le secteur demande. Et je trouve que c'est extrêmement pertinent aussi d'avoir ce retour métier, ce retour secteur d'activité de la part des entreprises. Donc, merci beaucoup, du coup, Antoine, pour ce passage sur Meet Your School. Avec plaisir, c'est un plaisir. Non, mais ceci dit, pour rebondir un peu sur ce que vous dites, Yves, c'est vrai que c'est important, parce qu'en gros, il y a beaucoup d'écoles qui forment sur la partie théorique, qui est une très bonne partie. Il faut de la théorie, c'est très important. Mais nous, en tant qu'entreprise, moi, j'ai une boîte avec 25 salariés.
c'est important qu'on ait des gens qui soient aptes à tout de suite rentrer dans le monde professionnel, dans le monde du terrain, parce que la théorie, c'est très bien, mais il y a un moment où la pratique doit, à mon avis, prendre le dessus. Et nous, on aime avoir des gens clés en main qui, lorsqu'ils rentrent dans la société, sont tout de suite aptes à produire, à délivrer et à être, entre guillemets, opérationnels, exactement. Ouais. Et ça, pour le coup, c'est bien, parce que je trouve que le CS le propose plutôt bien sur la partie opérationnelle. Ouais. C'est quelque chose moi, j'aime cette manière d'enseigner. Et j'aime cette manière de recruter. C'est pour ça qu'on recrute des gens généralement issus de ce genre d'école et pas des théoriciens ou des gens du milieu académique traditionnel, quoi. Et c'est tout à fait vrai, parce que nous, on a fait un live cette semaine aussi où il y avait à la fois une jeune fille qui était un peu comme Gabrielle, présente sur ce live, et qui disait en fait la force de l'établissement dans lequel elle était, c'était à la fois d'offrir du pratique avec des études de cas concrètes d'entreprises réelles. Et du coup, ça offrait une vraie perspective, et on était vraiment pas du tout déphasé une fois qu'on finissait les études et qu'on intégrait le monde professionnel. On savait exactement ce qui était demandé. Donc, c'est génial. Merci. Pour continuer ce tour de table, je vais me présenter très, très rapidement. Pour les jeunes qui me rencontrent pour la première fois, moi je suis le fondateur de Meet Your School. Donc c'est cette plateforme sur laquelle vous êtes ce soir qui a pour vocation de vous aider à vous orienter où que vous soyez, parce qu'on sait pertinemment que beaucoup d'entre vous n'ont pas la capacité de se déplacer en présentiel, à la fois sur des journées portes ouvertes, à la fois sur des salons étudiants, et donc c'est toujours important de pouvoir quand même continuer à s'orienter, pouvoir discuter avec des experts. Et nous, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on fait venir sur nos lives, dans le confort de votre salon ou de votre chambre d'étudiant, des experts avec qui vous pouvez poser toutes les questions. Donc, n'hésitez pas, vous avez un chat à disposition, utilisez-le ce soir, et on va essayer de répondre à toutes vos préoccupations. Pour finir ce tour de table, moi, j'avais juste globalement, et Caroline, elle a eu la gentillesse de nous présenter, de nous communiquer une vidéo qui présente un petit peu du coup le CS, et je trouvais pertinent de la diffuser. Donc je vais vous partager cette vidéo, tac, et après on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Voilà un petit trailer rapide pour présenter globalement le bachelor en communication qui est proposé par le CS. Comme ça donne une idée un peu plus précise de ce qui est proposé. Ça reflète surtout une ambiance, je crois. Je trouve que ça reflète surtout une ambiance assez dynamique de la façon dont nos élèves vivent en fait leur formation. Au-delà même de la présenter, c'est plus, je crois, qu'une ambiance. Moi, je peux que confirmer ce que tu dis. Donc. C'est vrai. Merci beaucoup en tout cas, du coup, Caroline, pour cette vidéo. Moi, j'aimerais bien, en fait, si on souhaite démarrer ce live, et encore une fois, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, on va parler d'influence, d'IA, storytelling, comment la communication se réinvente. Moi, je me pose la question, et je crois que c'est essentiel, et je suis sûr que quand vous rencontrez des jeunes ou des parents, que ce soit sur des salons, des journées portes ouvertes, moi, j'aimerais savoir ce que vous leur dites sur la raison de pourquoi s'aventurer dans ce secteur, qu'est-ce que les jeunes vont pouvoir y trouver. Et j'aimerais bien avoir votre retour à chacun de vous, parce que vous avez tout à fait, j'imagine, une vision différente. Et on peut commencer par Caroline. Ok. Alors, je pense qu'il y a une première chose quand on va parler des métiers de la communication en général, ce que l'on dit aux parents qui ont souvent un peu peur. Alors, on va être très honnête. Les parents ont souvent des craintes dès qu'on aborde les métiers de la communication, du marketing. Leur première crainte, c'est finalement, mais ce sont des métiers où c'est bouché. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de possibilité. Voilà. Alors, ça, on essaye de tordre le cou aux idées reçues. L'année dernière, les derniers chiffres qui avaient été annoncés, notamment par l'APEC et Pôle emploi, c'était plus 124
124% d'offres d'emploi dans les métiers du marketing, de la com et de la création, ce qui est énorme. Hein. En fait, finalement, aujourd'hui, toutes les entreprises, et quelle que soit leur taille, elles communiquent et elles ont besoin de communicants et de professionnels. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, il y a des débouchés en communication. Il y a du travail pour celles et ceux qui s'en donnent les moyens, qui s'en donnent la peine et qui deviennent de très bons professionnels. Donc ça, c'est la première chose à dire. La deuxième chose qui est hyper importante, c'est pourquoi est-ce qu'on aurait envie de choisir ces métiers et comment on y vient. Je trouve que ce qui est intéressant avec ces métiers, c'est qu'au départ, de toute façon, aller dans les métiers de la com ou du marketing, c'est continuer à développer sa culture générale et sa curiosité intellectuelle. C'est-à-dire qu'au même titre que d'autres formations, parfois un peu universitaires, on parle souvent de la socio ou autre, la communication permet de continuer à développer sa culture G, que ce soit sur les médias, que ce soit sur la partie sociologique, actualité, écriture, etc., etc. En fait, il y a énormément de matières très différentes les unes des autres et qui vous permettent de continuer à travailler des fondamentaux avant de choisir de vraiment de vous spécialiser en communication. Et je trouve que c'est une des raisons pour lesquelles des étudiants dynamiques, qui sont curieux, qui sont un peu agiles, qui aiment aussi pouvoir se mettre un peu en danger, etc., peuvent aller, et qui n'ont pas peur, bien sûr, et même ceux qui ont peur, des élèves hyper timides, la communication aide en fait à se lancer. Et il y a de la place. Il y a de la place pour eux. Je pense qu'il y en a, ils veulent juste ne plus avoir peur, justement, et aller là-dedans pour... Parce que ça apporte justement, au même titre qu'on dit souvent à des jeunes, faites du théâtre quand ils sont au lycée, allez vers ces univers-là parce que ça va vous aider à prendre de l'assurance et à prendre confiance en vous. Et ben les métiers de la communication, sur un bachelor notamment, pour moi, ça aide aussi à prendre confiance en soi et à oser faire des choses, oser pratiquer. Bon, ça c'est mon point de vue. Je trouve que c'est une des raisons pour lesquelles on peut aller vers ces métiers-là au démarrage, post-bac. Et d'un point de vue professionnel, je rebondis, j'en profite, mais en gros, moi de base, j'ai fait des études en marketing à l'époque, fut un temps. Et en gros, c'est vrai que nous, même si on est une petite boîte, on est 25 et on travaille dans l'événementiel, donc le but du jeu, c'est quand même d'opérer des événements. On a un service de communication qui est de 4 personnes, parce qu'en gros, aujourd'hui, tout est communication. C'est-à-dire que même en étant dans le monde événementiel, je dois communiquer autour de mes événements, je dois communiquer autour de mes produits, je dois communiquer auprès de mes clients, je dois communiquer en interne. Donc en fait, peu importe le métier, peu importe la taille de l'entreprise, tu es obligé de communiquer. Il y en aura toujours besoin en fait. Communiquer, il ne faut pas oublier que c'est l'art de transmettre une information. Et l'information, on en transmet à peu près tous les jours. Et pour rejoindre un peu Caroline, moi je constate quelque chose, c'est que les gens issus d'une école de communication sont ultra adaptables. C'est-à-dire qu'en fait, ils apprennent à réfléchir, ils apprennent à être curieux. Et on peut les lancer sur n'importe quelle mission, métier. Ils savent le faire. Ouais, en fait, ils savent le faire, ils sont adaptables. Contrairement à des ingénieurs qui ont un métier d'ingénieur, à des scientifiques qui ont un métier de scientifique, à des financiers qui ont un métier de financier. Mais surtout qu'ils ont vraiment un axe, ils sont spécialisés sur une spécialité. Ouais, ils ont une spécialité. La communication, en fait, fondamentalement, le champ des possibles est vaste parce que tu es juste curieux. Ouais. En fait, tu sais juste communiquer. Et quand tu sais communiquer, tu sais tout faire. Ouais, puis la com aujourd'hui, c'est 350 métiers. Ne l'oublions pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les métiers, non seulement, et on en parlera tout à l'heure, ils évoluent en communication. Ils font de plus en plus appel à de nouvelles compétences et à des nouvelles technologies. Mais en plus, finalement, ils permettent d'aller vers plein d'univers différents, donc des secteurs d'activité, mais aussi des univers. Il y a des communicants qui deviennent des journalistes qui deviennent des communicants. On peut se spécialiser. C'est extrêmement vaste, en fait. Tout à fait. À partir du moment où tu dois transmettre une info, en fait, tu es communicant. Et donc, c'est ce qu'on apprend dans ces écoles, tu confirmeras, Gabriel. Mais en gros, c'est juste l'art de transmettre une info, ce qui est magnifique. Hein. Qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie, Gabriel ? Oui, exactement. Ça peut intéresser aussi tous ceux qui nous écoutent ce soir. Pourquoi tu as fait ça, Gabriel ? Pour être tout à fait honnête avec vous, au début, je ne savais pas trop. J'étais au lycée, je ne connaissais pas vraiment c'était quoi la com, etc. Mais j'avais entendu quelques témoignages du coup, quand j'avais fait les salons, parce que j'avais découvert le CES sur un salon, j'avais fait les JPO après. Et je me suis dit, en fait, on touche vraiment à tout. Et moi, je savais que le système scolaire, le lycée, toutes les notes, je ne pouvais plus. Vraiment, c'était un truc qui ne collait plus. Trop académique. Ah ouais, voilà, je ne pouvais pas. En fait, apprendre des choses que de la mémoire. En fait, que du descendant. Ouais, voilà, c'est de l'info descendante. Moi, en tout cas, ça ne me correspondait pas.
Alors que là, j'ai vu que on était toujours par équipe. On avait un brief le lundi, on devait travailler sur des briefs réels ou fictifs, mais on montait des trucs qui étaient vraiment réels, du concret, quoi. comme ce que tu Du fais en fait aujourd'hui. jus de cerveau, quoi, pas seulement juste réciter. C'est pas des maths. Ouais, typiquement. Non, mais c'est pas des maths. Typiquement, donc j'ai vu que c'était très différent du lycée. Et déjà, il y avait l'ambiance, c'est pour ça que je choisis le CS, etc. Et aussi que c'était beaucoup plus professionnalisant que d'autres écoles. Donc, ça, c'est l'école, mais le métier en lui-même, oui, qu'est-ce qui t'a plu? C'est ça, c'est ce côté. C'est ce côté de, dès qu'on arrive dans les études, on touche vraiment à tout. En fait, c'est pas que de la théorie, et c'est à partir du, je sais pas combien de années que tu vas faire. De la pratique. Moi c'est ça. Ce que j'aime bien dans ce qu'il raconte, Gabriel, c'est que tu as des élèves qui sont très académiques, tu as des élèves qui sont bons en maths, bons en SVT, bons alors moi je critique pas mais tu vois, scolaire, pas du tout. Mais ce qui me plaît dans la communication, c'est que même si t'es pas le meilleur en maths, en fait, si tu as une logique pour transmettre une info, tu peux être bon. Et en fait, moi je constate qu'il y a des profils en communication qui sont excellents parce qu'en fait, ils arrivent juste à te convaincre. Ouais, à être convaincants. Et en fait, avoir une logique qui leur est propre, qu'ils arrivent à transmettre un message, alors que tu en as plein qui sont potentiellement meilleurs en maths, meilleurs en SVT, meilleurs en philo, etc., mais qui n'arrivent pas à transmettre ça. C'est ça que j'ai bien aimé dans la com. La com, c'est de la socio. Tu peux avoir une idée qui est vraiment bof, mais si tu arrives de vraiment développer, à réfléchir là-dessus, tu peux transformer cette chose en quelque chose de tellement concret, tellement solide, qu'à la fin, ça va marcher. Ouais, j'aime beaucoup. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans les métiers de la com, c'est que et là, on est bientôt au démarrage de Parcoursup, donc c'est le moment où tous les étudiants se posent la question de qu'est-ce que je vais choisir et est-ce que mon profil va correspondre aux formations que j'ai choisies. Ce qui est hyper intéressant dans la com, c'est que souvent les parents me demandent mais c'est quoi le profil parfait pour venir chez vous? C'est quoi les spécialisations qu'il faut avoir choisies en première ou en terminale pour pouvoir rentrer dans une école de com? Et sincèrement, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quel profil, qu'il ait été plus littéraire, plus scientifique, plus artistique. Par exemple, j'ai des parents, c'est hyper triste, qui me disent, moi, mon enfant, il a fait STMG, c'est une catastrophe, on le veut nulle part. Est-ce qu'en com, il pourrait venir? Mais évidemment. Mais en fait, ce n'est pas une question de savoir ce qu'il a choisi comme matière. Moi, j'ai même accepté des étudiants qui étaient en bac pro, mais parce qu'ils avaient une forte personnalité, parce qu'en fait, ils avaient aussi essayé plein de choses dans leur vie. Parce que derrière, ils étaient hyper ouverts. Parce qu'ils étaient dynamiques. Parce qu'ils étaient dynamiques et qu'ils avaient une motivation certaine. Ils ont trouvé leur place. Et c'est ça qui est intéressant dans la com. C'est qu'on n'enferme personne dans un profil. Ouais. Et là, globalement, parce que je vois aussi, ça fait partie des professions ou des secteurs qui ont été pas mal challengés avec l'arrivée de l'IA, parce que du coup, ça permet d'aller, je crois, beaucoup plus vite. Comment vous voyez justement ces perspectives avec parce que bon, je pense qu'il y a ce côté des fois des gens qui peuvent voir les choses de manière pessimiste, comme quoi l'arrivée de l'IA ça va tout détruire, blablabla, etc. Alors qu'il y a des études qui montrent le contraire, que ça va détruire beaucoup de jobs, mais ça va en créer beaucoup d'autres. Et techniquement, les études montrent que ça va créer plus que ce que ça va détruire. Comme dans beaucoup de transitions assez brutales, l'arrivée d'Internet ça a été un peu pareil. Et il y a plein d'autres révolutions qui ont eu lieu par le passé où ça a détruit pas mal de jobs, mais ça en a créé beaucoup d'autres. Là, comment vous voyez les perspectives avec l'arrivée de l'IA? Alors, je pense que déjà, il ne faut pas en avoir peur et il va falloir de toute façon, quoi qu'il arrive, nous, en tant qu'école, on n'a pas le choix, il faut l'intégrer. La question, c'est comment on l'intègre intelligemment aujourd'hui, puisque nous n'avons pas le choix, et je le répète, on n'aura pas le choix que de l'intégrer. Et de savoir apprendre à nos étudiants comment s'en servir intelligemment. C'est-à-dire que l'IA, si c'est pour ça, et ça je pense que là-dessus, avec Antoine, on est hyper alignés, utiliser l'IA pour faire le job à sa place et t'empêcher de penser n'a aucun intérêt. Puis n'a aucun intérêt. Pédagogiquement, il n'y en a pas. C'est pas satisfaisant. Je suis désolé. Mais... Voilà, et toi tu le dis, c'est ça qui est intéressant, parce que beaucoup d'étudiants s'imaginent que l'IA c'est bien, ça permet juste d'aller plus vite et de faire le job à la place de son propre cerveau. D'ailleurs, il y a une image terrible en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est un étudiant, enfin un jeune qui pense, qui ne fait que les choses par l'IA, et un autre qui qui mélange l'IA et sa propre réflexion, et c'est pas du tout la même... on voit le résultat est assez tangible. Donc, c'est assez intéressant. Nous, on a vraiment décidé de l'intégrer avec cette vigilance.
qui est de dire, dans nos cours, il va y avoir des cours sur comment on utilise l'IA, comment on va réussir à prompter, comment on va réussir à utiliser des logiciels qui permettent de faire la création visuelle, audiovisuelle grâce à l'IA. Mais par contre, en même temps, on est extrêmement vigilant sur l'utilisation de l'IA et on encadre l'utilisation, notamment en vue des évaluations certifiantes pour la diplomation de nos étudiants. Voilà. Donc, on l'utilise, on montre comment l'utiliser et on régule si on doit réguler, notamment parce qu'on veut que nos étudiants sachent aussi faire sans à un moment donné et ça apprennent à penser sans. Et ce qui est intéressant, parce que pour avoir la double casquette, donc professionnel et intervenant à l'ECS, la manière dont l'ECS en fait présente l'IA, je trouve ça pertinent parce qu'on ne peut pas se passer de l'IA. C'est comme si moi, à mon époque, on m'avait dit tu vas pas sur Google. Enfin, c'est quelque chose qui est impensable. Par contre, on force les étudiants à quand même utiliser leur cerveau et en effet potentiellement à gagner un peu de temps sur les créations, sur 2-3 choses avec l'aide de l'IA. Mais l'IA ne peut pas remplacer un cerveau. Nous, typiquement, quand on fait dans ma boîte des posts sur Insta, etc., c'est issu du cerveau du mec en marketing et du mec en communication. Derrière, ils vont s'appuyer sur l'IA, bien évidemment, pour potentiellement améliorer des posts, pour potentiellement améliorer des visuels, etc. Mais on le voit, c'est-à-dire que l'IA, aujourd'hui, n'est pas un être humain et l'IA ne sait pas réfléchir par lui-même. L'IA, c'est donner des réponses. Il peut faire des visuels, mais il n'y aura pas de message. Il n'y aura pas de message, exactement. Moi, je suis très à l'aise avec quelqu'un qui utilise l'IA, mais derrière, qui utilise son cerveau pour finalement réussir à créer un fil rouge entre tout ce qu'il a créé avec l'IA. Donc, en fait, l'être humain est au centre de l'IA, mais sans l'être humain, l'IA ne sert pas à grand-chose fondamentalement. L'IA n'a pas d'émotion. Or, dans nos métiers de la com, l'émotion est hyper importante. Et ça, aujourd'hui, il faut que l'étudiant qui vienne apprendre ce que c'est que le métier de la com, il se rende compte que pour convaincre le client, c'est l'émotion. Pour convaincre une entité de choisir sa reco plutôt qu'une autre, ce sera l'émotion qui va véhiculer avec le pouvoir de conviction dont on parlait tout à l'heure, qu'il y mettra. Et ça, l'IA ne pourra pas le remplacer. Mais je vais même dire un truc, c'est-à-dire qu'en gros, pour rejoindre un peu Caroline, en effet, c'est l'émotion, c'est-à-dire que même l'art de transmettre un message, l'art de communiquer, même lors des entretiens, même lorsque tu échanges avec quelqu'un, etc., c'est toi, c'est ta personnalité, c'est pas l'IA. Donc l'IA est là pour t'aider, mais c'est pas du tout. C'est un support, ça fait pas le travail à ta place. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Du coup, pour ce retour par rapport à toutes ces transformations qu'on peut voir, notamment avec l'arrivée de l'IA, parce que je crois que c'est important de pouvoir aussi clarifier ça. Donc, il y a beaucoup de perspectives. Et en effet, si moi je résume, vos formations permettent justement d'utiliser l'IA avec intelligence, mais avec globalement votre émotion et votre intelligence. Maintenant qu'on a un peu expliqué le pourquoi s'aventurer dans cette industrie, je pense qu'on l'a bien compris, les avantages. Moi, j'aimerais bien savoir comment on se forme à intégrer ce secteur, comment on trouve la bonne formation. Qu'est-ce que vous recommandez aux parents, aux jeunes qui sont en train de se dire oui, je suis intéressé de m'orienter dans ce secteur qui est la communication. Maintenant, quelles sont les étapes? Parce que je vois plusieurs questions de jeunes et on va les poser, mais j'aimerais bien d'abord avoir votre retour sur ça, vos conseils, et puis ensuite on peut rentrer sur les questions qui nous sont posées. D'accord. Alors, il y a une première question qu'ils peuvent se poser pour bien choisir un établissement. C'est une des premières questions, je crois, Yves, que vous posez, c'est comment on choisit bien son établissement aujourd'hui. La question, elle est déjà, est-ce que j'ai besoin d'une formation descendante et académique, ou est-ce que j'ai besoin d'une formation professionnalisante? Il n'y a absolument aucun jugement de ma part pourquoi je distingue les deux, parce que c'est aussi en fonction de la personnalité de l'étudiant. Vous avez des étudiants qui ont besoin d'être hyper rassurés et qui ont besoin d'avoir une formation exactement comme au lycée, dans la même lignée. Et par exemple, là, je parlerai de BTS. D'accord, un BTS communication, par exemple, ou un BTS design graphique, parce que nous, on propose les deux, sont des formations académiques, sont des formations où on retrouve finalement le même format un peu qu'au lycée, avec des heures de cours dédiées tout au long de l'année, pendant les 2 années de formation, et très structurées. Et on passe, exactement comme pour le bac, un examen national, voilà, qui donne un bac +2, où il y a des formations hyper professionnalisante, avec justement le mode projet, le côté on travaille en équipe dont parlait Gabriel tout à l'heure, ce qui lui a plu. Avec chez nous, en plus, on va encore plus loin que simplement un mode projet, puisque nous, on a un fonctionnement de semaine intensive avec un brief le lundi matin,
et une recommandation le vendredi. Et toutes nos sessions fonctionnent de cette façon-là sur les B1 et B2. Et là, on est sur une autre démarche avec des stages plus longue durée, avec très rapidement des rencontres de professionnels, etc., etc., des masterclass. Voilà. Et donc ça, c'est la première question pour moi que les parents et les étudiants doivent se poser. C'est quel type de formation j'ai besoin pour me sentir bien, pour être épanoui. C'est la première chose. C'est ce qu'ils veulent rester dans le lycée ou changer, quoi. Ouais, moi j'ajoute à titre pro, pour avoir recruté des profils académiques type BTS et des profils plus autonomes comme à l'ECS, en fait, déjà, c'est pas les mêmes salaires. Enfin, si je dois mettre les pieds dans le plat, c'est pas du tout le même salaire. C'est-à-dire qu'il y en a, on recrute des opérationnels, donc des gens qui vont juste exécuter une tâche parce qu'on leur a appris à l'exécuter, ils le font plus ou moins bien. Et à l'inverse, quand on recrute des gens issus d'écoles comme le CS, on recrute des gens qui apprennent à réfléchir et qui savent réfléchir. Donc forcément, les demandes sont pas les mêmes et donc les salaires sont un peu plus élevés forcément. Après, moi, je constate qu'on recrute des gens autonomes qui n'ont pas besoin qu'on leur donne des devoirs. C'est-à-dire qu'ils viennent le matin, ils n'attendent pas à ce qu'on leur donne une to-do list. C'est eux qui sont conscients de ce qu'ils doivent faire. Exactement, en fait, ils ont un brief, ils ont une mission et c'est eux qui arrivent à la faire parce qu'en fait, ils mettent leur cerveau en marche et ils n'ont pas besoin d'avoir quelqu'un qui leur dit où est-ce que tu en es dans ton travail, est-ce que tu l'as bien fait, est-ce que tu l'as mal fait, etc. Ils savent en fait se remettre en question et bosser naturellement. Donc, c'est ça, s'il n'y a pas de mode d'emploi, ils ont le il n'y a pas de mode d'emploi, exactement. Tracer ce chemin d'eux-mêmes entre les deux, en fait. Et donc, en fait, si je dois prendre la métaphore classique, entre guillemets, le profil académique, c'est on va vous donner un poisson. Non, mais alors que fondamentalement, le profil ECS, on vous apprend à pêcher. Enfin, non, mais c'est vrai, bien sûr. Bien sûr. Non, mais ça, c'est super important. Donc oui, moi, je comprends bien qu'en fait, comment trouver la bonne formation, ça va dépendre de vous, de ce que vous voulez. Oui. Et globalement, il faut aussi se positionner dans qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut avoir plus un profil d'exécutant ou un profil beaucoup plus globalement manager de projet et de création? Oui, plus créatif. C'est tout à fait le mot que vous utilisez de création. Pour moi, c'est ça aussi. Quand on va vers des cursus académiques, on développe moins la créativité de ces étudiants-là que quand on va vers des, en effet, formations de type bachelor, où là, on est très axé créativité et développement personnel aussi, quelque part. Énormément. Mais même, on le constate, hein, même dans le monde professionnel, la manière dont les gens se comportent à titre personnel lorsqu'ils ont fait un profil académique et les gens comment se comportent à titre personnel quand ils ont fait un profil bachelor, on n'a pas du tout la même typologie de personnes. Ouais. Et du coup, ça amène aussi, il y a un autre sujet, donc dans trouver la bonne formation. Donc, il faut forcément, moi, si je le vois, bien sûr, s'adapter à soi dans la formation, parce que il y a des formations qui vont être bonnes pour une personne et des formations qui vont être bonnes pour une autre personne. Il y a aussi ce spectre de l'alternance et de l'initial. Et je vois plusieurs questions dans le chat sur. C'est notre salle de bataille, ça. Remarque, c'est le nôtre. Hein. Ah ouais, parce que là-dessus, on est hyper alignés. Je crois qu'il y a des questions pour Caroline et des questions pour Antoine. Caroline, déjà, l'alternance, comment ça marche ou pas à l'initial? Et puis, il y avait une question de Sandra qui demandait du coup à Antoine. Globalement, j'ai compris que vous aviez une agence de communication. Quelles sont les missions que vous donnez aux étudiants de l'ESC et avez-vous des alternants? Voilà. Ok. Alors, Caroline, allez. Alternance ou initiale? Énorme question en ce moment qui est posée, je pense, par à peu près tout le monde. L'alternance est hyper attractif aujourd'hui pour les jeunes parce qu'ils se disent ma formation est payée, je touche un salaire et j'obtiens un diplôme. Bien, alors, tout ça, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais ce n'est pas ça qui va vous permettre de développer pour moi de réelles compétences avec des bases solides. Je m'explique. Pour moi, un étudiant, si on doit aller le plus loin possible en disant vers où je veux l'amener pour être le plus compétent, le plus opérationnel et quelque part bankable sur le marché. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. À un moment donné, c'est combien je vais valoir sur le marché au moment où je vais me retrouver face à mes concurrents. C'est très réaliste comme voilà. Je pense que, et la meilleure formule, c'est 3 ans en initial, B1, B2, B3, faire de l'initial, amasser un maximum de connaissances, même si elles sont techniques et opérationnelles, c'est avoir des connaissances, être dans la vie d'une école,
pouvoir, je dirais, avoir un maximum de cours, parce que si on prend les grandes écoles de commerce, il n'y a pas d'alternance. Et donc, ces gens-là ont ce qu'on appelle une tête bien faite, bien remplie. En plus, après, éventuellement, d'être opérationnel plus tard au niveau du master. Donc, si vous voulez être à un moment donné aligné avec ce type de cursus et pouvoir les concurrencer, je dirais que 3 ans en initial. Pourquoi? Parce que j'acquiers aussi la possibilité de partir à l'international. Et c'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous êtes en alternance, il n'y a pas d'international. Or, sur les CV aujourd'hui des communicants, vous devez avoir l'international, ça devient obligatoire. 3 mois, 6 mois, 1 an à l'étranger. En tout cas, nous, notre école propose les différents formats et les différentes possibilités de pouvoir partir un petit peu partout dans le monde à l'étranger. C'est indispensable. Ce sont aujourd'hui des filières dans lesquelles on aime des gens qui ont une ouverture. On parlait de curiosité tout à l'heure, mais une ouverture aussi internationale et donc culturelle. Donc, pour moi, c'est 3 ans d'initial. Et ensuite, pour ceux qui le souhaitent et qui se sentent prêts, c'est 2 ans d'alternance au niveau du master. Voilà, pour pouvoir en effet avoir un tremplin vers la vie active à la sortie. Mais le seul moyen de pouvoir avoir cette expérience internationale, de pouvoir avoir des connaissances qui font que vous avez une vraie culture, culture G. Non, mais c'est important. Voilà, très importante pour pouvoir aller débattre avec d'autres. C'est ça. Voilà, ça c'est ma recommandation. Donc c'est un mix. En fait, la recommandation, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux dans le cursus. C'est les deux dans le cursus. À différents niveaux. Oui, on va être aussi très honnête, il est de plus en plus difficile aujourd'hui de trouver de l'alternance au niveau B1, B2, B3 dans les métiers du marketing et de la com. Ils cherchent davantage des masters. Non, ils restent encore dans le niveau de la vente. Tu vois, par exemple, en vente, ils prennent les BTS en alternance. Oui, d'accord. Mais voilà, mais dans les métiers de la com, c'est davantage au niveau master. Beaucoup plus difficile de placer des élèves en alternance au niveau B3. Il y a de la part des entreprises, et ça, je te laisserai la main pour en parler, mais une remarque aujourd'hui de manque de maturité chez nos jeunes face justement à l'entrée dans la vie active au niveau B3. Énormément. Voilà, et ça, c'est quelque chose qu'on remarque depuis quelques années. Nous, en fait, en tant que professionnels, on voit en effet que les gens qui arrivent trop tôt en alternance sont parfois justement manque de maturité parce que déjà, c'est bête, mais il y a le fait d'apprendre à travailler en groupe. C'est-à-dire qu'en fait, ils sortent de l'école, du lycée, des BTS, etc. Ils ont fait beaucoup de boulot théorique, mais ils ne savent pas travailler en groupe. Et nous, on le constate dans les entreprises, il y a quand même une vérité, c'est-à-dire qu'il y a du travail, mais il y a aussi de l'intégration. Et on a besoin de gens qui s'intègrent, parce que sinon, quand la grève prend pas, c'est une catastrophe. Et généralement, les périodes d'essai sont pas validées. Donc en fait, on voit que quand ils sont dans l'école, qu'ils apprennent à travailler en groupe, qu'ils apprennent à s'écouter, qu'ils apprennent à faire des projets communs, bizarrement, ils sont plus matures pour travailler en entreprise en alternance. Mais ça prend du temps. Et ça prend du temps, ouais. Enfin, ça c'est pas inné. Faut réussir à l'acquérir au fur et à mesure. Mais toi, c'est vrai. Par rapport à ça, par rapport à l'alternance, par exemple, aujourd'hui, Gabriel, il est en initial. Ouais. Il a fait B1, B2 en initial. Il réfléchit pour une 3e année, initiale ou alternance, parce que chez nous, il y a les 2 possibilités. Et dans ta classe, tu disais l'autre jour, il y en a qui ne se sentent pas de prêt. Il y en a qui savent en fait complètement qu'ils veulent pas prendre une alternance parce que ils pourront pas suivre, parce qu'ils sont pas prêts, parce qu'ils se sentent pas d'aller en entreprise, tout simplement, et qu'ils veulent garder ce système de 6 mois de cours, 6 mois de stage. Eux, ils sont beaucoup plus à l'aise avec ça. Peut-être moins de responsabilité. Je pense qu'ils ont peur. Ouais. Non, mais faut être équipé. Faut être équipé. À l'inverse, il y en a d'autres qui veulent aussi. Oui, après, il y en a d'autres à l'inverse qui se sentent prêts. Il y en a d'autres qui sont prêts. Mais en tout cas, je reste persuadée qu'il faut se sentir vraiment prêt à y aller parce que ce n'est pas si facile que ça. C'est-à-dire que beaucoup s'imaginent que faire de l'alternance, c'est simple. C'est fatigant, l'alternance. C'est épuisant. On jongle entre les cours, entre les entreprises, des entreprises qui parfois veulent que vous travailliez beaucoup plus en dehors. C'est 2 vies différentes qu'il faut savoir vraiment manager. Ça demande, on en parlait tout à l'heure, mais une maturité d'adaptation, parce que d'un côté, vous êtes avec des camarades de classe de votre âge et de l'autre côté, des collègues. On ne peut pas du tout, il faut un savoir-être différent. Voilà, donc il ne faut pas s'imaginer que c'est simple d'aller en alternance aujourd'hui. Parfait, merci beaucoup. Et globalement, Gabriel, de ton point de vue, comment tu te situes, toi, en tant qu'étudiant, sur globalement initiale ? Oui.
je vais pas me jeter des fleurs, mais j'estime que je suis prêt pour aller en alternance dans une entreprise parce que j'ai acquis quand même pas mal d'expérience ici. Acquis d'expérience ici. Donc oui, je pense que je suis prêt pour aller en entreprise et j'ai le dos pour ça, les épaules. Bon, Eh ben, merci beaucoup. Très bien, du coup, ça nous donne aussi des informations sur comment trouver sa formation. C'est important. Moi, ce qui m'intéresserait maintenant pour tous ces jeunes, globalement, qui ont réussi à comprendre pourquoi s'aventurer dans ce secteur, comment trouver la formation, avec le choix, en effet, adapté avec le cursus initial, alternance ou avec le fait de savoir s'ils veulent plus être dans l'opérationnel ou plus être dans la création. Comment on candidate maintenant dans ce secteur? Comment ça fonctionne? Parce qu'on entend beaucoup de jeunes parler de Parcoursup, hors Parcoursup, toutes ces possibilités-là. Qu'est-ce qui est mis à disposition des jeunes aujourd'hui? Alors, vous avez différentes possibilités en fonction des typologies d'écoles que vous avez choisies ou de formations que vous choisissez. Aujourd'hui, vous pouvez aller faire de la communication en université. Vous avez les formations Infocom, par exemple, ou dans les BUT, qui sont alors là des formations qui ne sont pas du tout professionnalisantes, qui sont très académiques. Vous avez la possibilité après de pouvoir aller dans des établissements privés avec des titres RNCP. Alors ça, c'est très important. On pourra toujours en reparler après aussi, la différence entre un titre visé, entre des certifications, des titres visés. Je ne sais pas, il y aura peut-être des questions sur ce sujet-là, parce que souvent, il y en a, pour connaître un petit peu la diplomation des différents types d'établissements. Donc, vous avez après, en effet, des écoles privées qui, elles, ne sont pas sur Parcoursup, par exemple. Donc, c'est une admission en parallèle de Parcoursup. Vous avez, par exemple, tout ce qui est BTS en alternance que vous allez retrouver sur Parcoursup, par exemple. Donc, les formations en alternance sur son Parcoursup. Les universités BUT sont sur Parcoursup. Et la plupart des écoles dites professionnalisantes comme les nôtres à l'ECS Paris, mais il y en a beaucoup d'autres, sont hors Parcoursup, avec des admissions parallèles, avec un concours d'entrée, un entretien. Nous, on a des tests de créativité plutôt sympas où les gens viennent, je dirais, travailler de façon assez collaborative sur de la vidéo, de la photo, de l'écriture. Ouais, tout à fait. Bon, on leur fait faire en concours un petit peu ce qu'on fait dans le cursus. Voilà, mais après, c'est vraiment très varié en fonction des établissements. Super, merci beaucoup. Et moi maintenant, j'aimerais qu'on aborde un peu la thématique globalement de ce live. C'est du coup l'influence IA storytelling, comment la communication se réinvente, donc les opportunités du futur. Quels sont les débouchés aujourd'hui qu'on peut avoir dans ce secteur? Est-ce que vous pourriez nous donner chacun vos exemples? Caroline, vous, qu'est-ce que vous voyez chez les étudiants? Gabriel, comment vous vous positionnez sur la sortie? Et puis surtout, Antoine, vous, comment vous voyez votre secteur d'activité, puisque vous êtes entrepreneur aujourd'hui dans ce secteur, voir ce qui est possible en termes de futur de la communication? Caroline? Alors, les métiers évoluent beaucoup. On en parlait un tout petit peu tout à l'heure, on avait commencé à l'aborder. Les métiers de la communication doivent se faire et évoluer en fonction des nouvelles technologies et, je dirais, de tout du contexte aussi de ces métiers qui changent très vite, parce que on a connu des évolutions ces dernières années qui font que on doit être en constante veille sur tout ce qui se passe autour de nous, que ce soit sur des logiciels, que ce soit sur les métiers, que ce soit dans les secteurs d'activité. Après, je pense que ce qui est intéressant pour nos étudiants, c'est que globalement, l'école évolue avec ce qui se passe et évolue avec eux. On a cette chance d'avoir au sein de Media School, en tout cas, nous, un de grands partenaires. On peut citer TF1, la SNCF, de grandes agences, Publicis, Havas. Comment ?
Marcel? Ouais, enfin, on a énormément, aussi bien en agence que chez l'annonceur, on a beaucoup de grands partenaires qui nous permettent de faire ce qu'on appelle des conseils de perfectionnement. On a été justement un à un l'autre jour avec Antoine. Ces conseils de perfectionnement nous permettent justement de prendre, je dirais, la température du marché de la communication et de voir comment, aujourd'hui, alors on parlait tout à l'heure du storytelling. Maintenant, le storytelling, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on en parle et qu'il évolue. Et il s'intègre, mais il s'intègre à des nouvelles choses. Par exemple, le storytelling il y a 10 ans, c'était des nouvelles façons d'écrire, l'écriture, l'arrivée du podcast. Et aujourd'hui, c'est la data. On parle de data storytelling. Donc, tout évolue, je dirais, hyper vite. On a parlé de l'IA, bien entendu, également. Ce qu'il faut surtout, c'est qu'on prépare nos jeunes à ces évolutions-là et qu'en tant qu'école, on s'adapte très, très vite aux besoins et aux attendus du marché. Ça, c'est essentiel. Et on essaye. J'espère qu'on y arrive. C'est plutôt bien, normalement. Et moi, pour abonder un peu dans le sens de Caroline, nous, aujourd'hui, enfin, je pense que la population française n'achète pas un produit, ils achètent une marque, une histoire, une communication. Et pour répondre à la question qu'une des étudiantes posait, Yves, nous, on est traiteur événementiel, c'est-à-dire qu'entre guillemets, si je vulgarise un peu mon métier, je ne fais que de la nourriture. Pour autant, en fait, les gens ne m'achètent pas parce que je fais de la nourriture, ils m'achètent parce que je raconte une histoire à travers la communication que je fais, à travers l'univers que j'amène chez mes clients, à travers l'univers que je diffuse dans ma société. En fait, on a envie de travailler avec moi parce que je pense qu'on communique bien. Et aujourd'hui, tous les étudiants veulent un Mac, ils veulent un iPhone, ils votent pour un parti politique, ils achètent des chaussures, ils achètent des montres, etc. Non pas pour le produit, mais pour la communication qui est diffusée. Et en fait, c'est ça qui est génial avec la communication, c'est que peu importe ce qu'on achète, c'est de la communication. C'est l'homo economicus n'est pas un être rationnel. Il achète en fait ce qu'il aime. Et à l'ECS, on apprend à faire aimer les choses. Et donc, c'est ça qui est super intéressant dans la communication. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce métier, moi, personnellement. Merci beaucoup. Et du coup, Gabriel, la projection pour vous? Alors, ça sera une réponse bien moins complète que Caroline et Antoine ici présents, mais bon, voilà, je vais essayer quand même. Moi, je suis quelqu'un de plutôt créatif. Ouais. Plutôt créatif, donc je reste beaucoup dans la création, dans les montages photos, vidéos, etc. Franchement, quand l'IA est vraiment apparue et que c'est développé hyper rapidement, j'avais un peu peur, mais en fait, j'ai vu que pas du tout. En fait, c'était vraiment une chance parce que quand l'IA est apparue avec, je peux citer ChatGPT, Grok, etc., il y a vraiment eu, je trouve, un côté révolutionnaire dans la création parce que ça a ouvert des portes qui n'ont jamais été ouvertes avant. En fait, il y a des vidéos qui peuvent se faire hyper rapidement, on n'est jamais à court d'idées. Et enfin, pour des métiers dans la création comme ça, c'est vraiment une aubaine. Pas limité techniquement. Ouais, non, mais vraiment. Parce que c'est vrai. On manque jamais d'imagination. C'est un puissant fond. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui se sont passées et en effet, ça évolue très vite. Nous, on a, parce que là, le côté influenceur, c'est quelque chose d'assez récent aussi. Hein. Bon, on a les vieux influenceurs qui ont réussi à créer leur communauté, mais les vieux influenceurs, ils ont peut-être 10 ans, ceux qui ont bien réussi. On se rend compte que là, peut-être que les influenceurs vont peut-être disparaître face à des influenceurs IA, puisque maintenant, ils arrivent à la vidéo à faire des choses assez incroyables. On se rend compte que sur TikTok, il y a des faux montages et il y a des personnes qui n'arrivent pas à voir la différence aujourd'hui. Mais on est peut-être sur une transition, mais globalement, comment ça se passe? Parce que c'est-à-dire que le commun des mortels peut faire du faux en termes de communication. Je ne sais pas comment vous le voyez, vous, avec ça. Les faux influenceurs qui prennent la place des anciens, ça, je pense que c'est plus une tendance actuelle. C'est juste pour faire j'y crois pas. Je pense que, nous, en tout cas, je pense qu'on a cette impression aujourd'hui, et surtout avec les jeunes qui nous entourent. Sur le moment, ils peuvent être ébahis, trouver ça sympa, trouver ça drôle, mais après, ils passent à autre chose. Tu suis pas parce que, et on en revient, j'avais envie de dire presque, le timing n'est pas fini, mais la boucle serait bouclée, mais on parlait d'émotion. Et en fait, ces influenceurs-là ne véhiculent pas une émotion. Il y a des influenceurs aujourd'hui, je ne vois pas, alors ils seront remplacés par d'autres, mais il y a, je pense notamment à une des plus connues, Léna Situation par exemple, ou autre, qui derrière suscite une telle émotion que personne, aucune faux influenceur ne pourrait remplacer l'émotion qu'elle suscite et qu'elle transmet de par son côté humain. En fait, le truc, c'est qu'à un moment donné, le côté visuel
de l'IA audiovisuelle, etc., ce que permet de faire l'IA, de montrer des choses absolument fabuleuses ou extraordinaires, où notre imagination est décuplée grâce à l'IA. C'est beau, mais y a-t-il pour autant une émotion vraie derrière? J'en suis pas certaine. Et nous, ce qu'on remarque chez nos étudiants aujourd'hui, c'est qu'ils ont besoin de ces émotions. Et je ne sais pas si on pourra montrer la vidéo qu'on vous avait envoyée sur… Et non, malheureusement, il y a eu une erreur à la fin. Mince. Bon. On a engagé nos étudiants sur des projets. Et ce qui leur a plu dans ces projets, c'est l'émotion que ça a suscité. Et c'est non pas la réal en elle-même et se dire « Waouh, j'aurais utilisé l'IA pour avoir une super vidéo », mais par contre, l'émotion qu'ils ont réussi à faire passer par leurs idées, par leur implication, par la réflexion qu'ils ont pu avoir, la créativité qu'ils ont pu mettre, le cœur qu'ils ont mis dans la réalisation et la fierté du résultat. Je pense que ça n'a pas de prix et que l'authenticité est quand même encore hyper recherchée chez nos étudiants aujourd'hui. Bien sûr, mais c'est vrai que je le vois dans le chat, ça se voit dans les questions qu'il y a des craintes. Par exemple, Nathalie qui nous dit avec l'arrivée de ChatGPT et de l'IA en général, est-ce que vous pensez pas que tous les métiers liés aux réseaux sociaux, à la com, au marketing digital risquent de disparaître? Parce que franchement, on se demande si l'IA va pas tout faire à notre place dans quelques années. Et parce qu'il y a une étude qui est parue aussi, c'était sur LinkedIn. Par exemple, il disait que 75% des posts étaient écrits grâce à l'IA ou quelque chose comme ça. Mais peut-être qu'en effet, sur de la création textuelle aujourd'hui ou rédactionnelle aujourd'hui, on avait tous ces métiers de rédacteur web pour le référencement, etc. Mais après, peut-être que l'IA n'a pas encore réussi à rentrer dans le secteur de la vidéo ou de l'image. Mais voilà, c'était intéressant d'avoir votre retour par rapport à ça. En fait, je pense que aujourd'hui, on repère les posts qui sont faits par IA au même titre qu'on repère aujourd'hui des dossiers de nos élèves qui sont rédigés par l'IA. Ça se voit, mais à des kilomètres. En fait, il y a zéro profondeur. Honnêtement, il y a zéro profondeur dans tout ce qui est utilisé par l'IA. Et ça se voit, ça se sent et c'est pas intéressant. Et je pense qu'on peut utiliser l'IA pour rédiger un post à une condition, c'est qu'on repasse derrière pour lui donner finalement vie. Non, mais c'est vrai, mais c'est ça en fait. Et en fait, l'IA va vous aider à structurer finalement une pensée. C'est-à-dire, tiens, j'ai envie de parler de ça, j'ai envie de rédiger autour de ce sujet-là. Donne-moi quelques idées qui me permettent de structurer ma pensée. Donc ça, l'IA le fera très bien. Mais par contre, le côté humain de ce que transmettra l'IA, elle n'existera pas si c'est pas vous qui lui donnez. Et ça, je pense qu'on… Alors évidemment, peut-être que l'IA progressera, peut-être qu'à un moment donné, elle arrivera à un degré d'humanité tel que on aura de moins en moins de choses à faire. Mais est-ce que vous aurez envie d'avoir ces influenceurs virtuels dont on parlait tout à l'heure, où on voit rien qui se passe dans le regard, rien dans l'image? Je pense que la peur de l'IA, elle est venue parce que ça s'est développé hyper vite, mais en vrai, si on regarde rétrospectivement, ça a quand même ralenti. Enfin, je veux dire, ça évolue toujours, genre au niveau vidéo, visuel, etc. Mais après, économiquement, je veux pas être ennuyeux, mais il y a beaucoup de gens qui parlent d'une bulle, et moi j'y crois. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, c'est rigolo parce que, waouh, regarde, j'ai fait une vidéo de 15 secondes, c'était mortel, etc. T'en as fait 4 des vidéos, c'est bon, tu passes à autre chose, comme tu disais. Et donc, en fait, il y a un peu un effet de bulle, c'est-à-dire que là, en effet, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'IA, on invente de l'IA pour à peu près tout. Après, ceux qui vont rester, ils ne seront pas 1 milliard, il y aura très très peu d'outils IA qui vont exister, et l'être humain, le cerveau humain ne va pas être remplacé. On aura toujours besoin de gens pour réfléchir, donc je ne suis pas trop inquiet du tout. Puis je pense qu'après, ça dépend des secteurs. Je pense que dans les secteurs de la créativité, même si l'IA est géniale pour de la création visuelle, audiovisuelle, ça accompagne, c'est hyper utile, c'est un gain de temps de folie. Ça permet, ce que je disais tout à l'heure, de structurer ou autre. Est-ce que pour autant, ça rend… Mais on doit toujours repasser derrière, en fait. Ou même… donc, du coup, là, globalement, il y a eu ce passage de renforcement de ce secteur qui permet d'aller beaucoup plus vite et d'aider, de restructurer peut-être ce qu'on fait. Mais globalement, est-ce que la communication se réinvente avec l'arrivée de l'IA? Est-ce qu'elle se réorganise? Et comment? Quelles sont les nouveautés? Non, ça peut être tout le monde avec notre… les nouveautés, alors sincèrement, la nouveauté reste l'IA en ce moment. C'est vrai.
c'est la nouveauté de ces dernières, enfin oui, Bon, de la depuis un décennie, on an, va dire. non mais depuis un an ou deux, puis peut-être encore 2-3 ans. Après, il va savoir ce qui la remplacera. Je pense que ça, c'est la On vraie sait pas. nouveauté. Mais quand les datas sont arrivées, avec l'utilisation Ah ouais. de la data, tout le monde ne Ouais. jurait que par ça. Alors, on va être hyper clair. Par exemple, au niveau école, on le voit à la création de nouvelles formations. D'accord? Donc, quand à un moment donné, on a parlé storytelling, c'était le mot à la mode. Voilà, il y a 10 ans, tout le monde a mis du storytelling partout et tout le monde crée des formations où il fallait mettre le mot storytelling. Formidable. L'influence. On a les datas qui sont arrivées. Le mot data, d'un seul coup, est arrivé en se disant waouh, mais la data, c'est juste des données. Hein. On parle des données depuis oui. 20 ans, depuis 30 ans. Bien sûr. Mais d'un seul coup, on les a vus différemment parce que de nouveaux outils permettaient de récupérer de la data différemment. Et là, vous avez des écoles de data qui se sont créées, vous avez des formations data qui se sont créées, et puis elles ont toutes fini par fermer, ou pour beaucoup. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, la data se réintègre d'elle-même dans les formations en marketing et com parce que ça en faisait déjà partie. En fait, c'est des filières, Et c'est des, branches. voilà, et ça reste des filières. Mais comme c'est nouveau. tout le Mais monde comme passe on à peut un aller, nouveau. parce que les métiers de data analyst, etc., sont des métiers qui ont émergé, par exemple, qui sont hyper intéressants. Oui. Il reste quelques filières où là, c'est ultra spécialisé Les pour des, ingénieurs, quoi. ouais, puis pour des vrais Ouais. spécialistes. Et sinon, après, la data est de toute façon dans tous nos métiers. Et il Oui. faut qu'on l'apprenne. Donc, Partout. voilà. Et je pense que l'IA, c'est pareil. Là, on est en train de voir émerger des écoles qui vont proposer C'est sûr. des formations 100% sur l'IA. Mhm. Sauf qu'en Ça va être fait, creux. à un moment va être donné, creux. on va tourner en rond si vous ne faites que ça et que vous ne passez que votre temps à savoir comment on utilise les IA et mais pas derrière ça va comment être il creux. faut les penser et comment vous pouvez réussir à le mieux les utiliser, à les intégrer finalement dans votre propre intelligence. Bah, je trouve ça dommage d'aller se dire mon seul métier est de me former Ah à ouais. l'IA, mais je ne me forme pas au marketing, à la com, à l'ingénierie, enfin, je ne sais pas. Et tu vois, Et, par et exemple, là, par exemple, aujourd'hui, sur tous les jeunes qui intègrent le monde professionnel, là, sur la dernière promo, par exemple, quels étaient est-ce qu'il y avait des nouveaux métiers qu'il n'y avait pas forcément il y a 5 ans? Et si oui, lesquels? Enfin, sur quel poste ils étaient? Et peut-être, Antoine, vous, de votre côté, dans vos recrutements ou même dans vos entreprises avec qui vous avez l'habitude de travailler dans le même secteur que vous, est-ce que vous voyez une typologie de recrutement assez spécifique pour renforcer les équipes et pour pouvoir répondre aux enjeux d'aujourd'hui en termes de com? honnêtement, non. En fait, en gros, si on revient, j'imagine qu'on revient un peu sur le sujet de l'IA. Aujourd'hui, pour l'instant, nous, on n'a pas de demande relative à l'IA. Les gens avec qui je travaille n'ont pas de demande relative à l'IA. Pour le moment, on cherche juste des gens avec, comme disait Caroline, une tête bien faite. Des gens qui sont capables, en effet, d'utiliser l'IA, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on ne va pas priver les gens d'utiliser Google. Mais par contre, il faut qu'ils soient capables de réfléchir par eux-mêmes, de produire du jus de cerveau, entre guillemets. Donc, aujourd'hui, non, mais le recrutement n'est pas révolutionné, c'est-à-dire que c'est juste, on va demander peut-être une maîtrise des outils qui est un peu différente, le fait de se démarquer aussi d'une certaine manière, parce que c'est important aujourd'hui. Une des choses que l'IA fait très mal, c'est qu'il homogénise tout. C'est-à-dire que les gens qui surutilisent l'IA, sont dans une sorte de grosse nasse nous, employeurs, on ne regarde même plus. C'est-à-dire que les CV se ressemblent, les lettres de motivation se ressemblent, tout se ressemble. Donc en fait, moi, je suis assez optimiste pour les étudiants vis-à-vis de l'IA. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement de gens qui utilisent l'IA à la place de leur cerveau que les gens qui utilisent leur cerveau ressortent du lot très rapidement. Donc, c'est assez pratique pour les gens qui veulent continuer à utiliser leur cerveau. Ouais. Et je crois qu'aujourd'hui, au-delà, vous demandiez quels sont les nouveaux métiers qui sont apparus, par exemple, dans lesquels nous étions, vers lesquels ils auraient pu aller à la sortie. Il n'y en a pas autant que ça, je réfléchissais. Il n'y a pas autant que ça de nouveaux métiers. Non. Par contre, il y a des nouvelles compétences demandées. Et ça, c'est un tout petit peu différent. C'est-à-dire qu'on n'en fait pas un métier en tant que tel, c'est-à-dire qu'on ne voit pas apparaître pléthore de nouveaux métiers. Hein, on reste dans les métiers du marketing, de la com, en agence, etc. Mais par contre, on va demander des nouvelles compétences. Donc, on va demander, alors justement, la maîtrise des outils techniques, par exemple. Hein. À une époque, il y avait impérativement la suite Adobe. Aujourd'hui, justement, tous les nouveaux outils de l'IA, on va demander au fur et à mesure une maîtrise des outils de l'IA. Donc ça, par exemple, oui, une compétence. De quoi, Gabriel? Comment prompter, etc. Comment prompter, etc.
mais ça reste des outils et des nouvelles compétences. Ouais. Voilà. Comme quand on parle de matériel audiovisuel, est-ce que les élèves savent se servir d'un iPhone pour tourner? Est-ce qu'ils savent tourner à l'iPhone? Est-ce qu'ils savent utiliser une caméra? Est-ce qu'ils savent monter? Est-ce qu'ils savent réaliser un podcast, utiliser du matériel technique, hein? La production de contenu est quand même hyper importante. Tout ça, aujourd'hui, ce sont des compétences indispensables dans tous les métiers de la communication. On ne peut pas aller sur le marché sans avoir l'ensemble de ces compétences. Au-delà de ça, ça reste des métiers, somme toute. Chez l'annonceur, en agence, on voit toujours tout ce qui est relations presse, relations médias, les directions marketing, communication dans leur ensemble. En agence, alors si en agence, par exemple, on a vu quelquefois le nouveau directeur créatif IA. Voilà, ça oui, il est apparu. On avait l'autre jour, on recevait quelqu'un d'absolument passionnant autour de la production musicale. Et qui, en fait, est venu nous expliquer comment, il y a 20 ans, la musique avait fait son apparition, par exemple, dans la publicité. Et comment elle est maintenant utilisée. Et c'est hyper intéressant, par exemple. Eh ben c'est exactement, il y a eu un commentaire dans le chat de Marie qui dit je crois qu'il y a un hit aux USA, top 1, c'est une IA, le chanteur. Et je crois que même sur Spotify, il y a un business où il y a des... j'avais entendu dire qu'il y avait des gens qui gagnaient de l'argent, mais ils créaient les musiques avec IA. Il y a Warner qui a fini avec Suno. D'accord. C'est une application qui génère des musiques sur un prompt, des musiques franchement ultra correctes. C'est sur Suno que le premier son il a été fait, je crois. Et Warner rémunère maintenant les artistes qui génèrent des musiques avec Suno. C'est dingue. D'accord. Là, ça fait il y a 4 jours à peu près, quoi. Voilà. Et ça, ça va faire partie des nouveaux métiers. Celui qui arrivera à gérer l'IA pour de la production musicale qui pourra être réutilisée en musique d'ascenseur, voilà, et pour différencier un peu les marques, parce que de temps en temps, c'est chouette d'avoir des musiques qu'on n'a pas entendues, qu'on n'a pas, voilà. Donc ça pourrait potentiellement être un nouveau métier, au même titre que le directif créateur IA. Voilà. Qui est un super. Métier. Super, merci beaucoup. Alors, on a abordé pas mal de sujets et je pense qu'on a bien compris globalement comment la communication se réinvente avec l'arrivée de l'IA notamment. Moi, il y a pas mal de petites questions auxquelles j'aimerais bien qu'on réponde, qu'on prenne les dernières minutes ensemble. Il y avait globalement une question de Wendy Sue qui nous demande quelles sont les modalités et la durée de la formation. Alors, au niveau de la formation, si vous êtes post-bac, vous avez l'accès donc à un bachelor qui se fait en 3 ans. Avec un diplôme, avec une certification d'État, donc un titre certifié de niveau 6 si vous êtes sur un bachelor. Et si vous voulez rentrer dans un master, c'est 2 ans. Et là, vous avez un titre certifié de niveau 7. Voilà. Certifié veut dire titre d'État rattaché au ministère du Travail par le biais d'un organisme qui s'appelle la CNCP, qui est différent des diplômes universitaires qui sont des titres visés par l'État, que vous avez avec les universités, les BUT ou certaines grandes écoles de commerce. C'est équivalent. Mais c'est équivalent, tout à fait. Génial, merci. 2 questions on va essayer de répondre en même temps. Il y a Ibrahima qui nous demande le CS est-elle sur Parcoursup? Et une question de Laurent qui dit acceptez-vous les candidatures spontanées sans passer par Parcoursup? Alors, nous sommes hors Parcoursup. Voilà, donc vous pouvez candidater via le site de l'ECS directement. Donc, vous pouvez passer par notre site internet. Vous avez un petit call to action candidater. On va vous demander de nous transmettre votre CV, de nous transmettre différentes informations sur votre personnalité, lettre de motivation, etc. Et puis, vous aurez un entretien à effectuer avec nous si vous souhaitez intégrer notre établissement. Voilà, un entretien et puis des épreuves créatives ou tests dont je parlais tout à l'heure. Justement, vu qu'on est dans cette partie un peu candidature, une question de Claire qui dit c'est quoi les prérequis pour entrer dans votre école? Alors, les prérequis pour entrer dans notre établissement, c'est en fonction du niveau d'avoir le bac si c'est au niveau bachelor, d'accord, pour une première année, et d'avoir un bac plus 3 si c'est au niveau master. On fait aussi des admissions parallèles, bien entendu, quelqu'un qui a déjà validé en université un bac plus 1 ou ailleurs, qui veut rentrer en bac plus 2, on peut l'intégrer également, il n'y a pas de souci, on fait ce qu'on appelle des admissions parallèles, ça, il n'y a pas de problème. Et la question, c'était quoi? Autre chose Non, c'était ça. Pardon, je me suis dit que c'était une question.
Petite question aussi, peut-être plus pour Antoine. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur le CV pour faire plaisir à l'entreprise parmi ces nouvelles compétences? Alors, faut pas nous faire plaisir. Parce que là, comment dire, enjoué, dynamique, enthousiaste, etc. Ça nous fait même plus plaisir. En fait, tous les CV le mettent. En fait, il faut juste être sincère et dire ce que vraiment vous avez comme compétences. Et surtout, alors très important sur le CV, il faut aussi prendre en considération que l'entreprise a un cœur d'activité et que donc, à mon avis, tous les CV doivent être différents selon l'entreprise. La personnalisation Ouais. des CV, elle est hyper importante Bien en sûr. fonction de l'entreprise. Ça, je pense que c'est essentiel. L'émission, c'est-à-dire qu'en gros, Hein oui, c'est mon truc. Ouais, non, mais c'est vrai, quand le vous CV augmenté, regardez le oui. CV d'une entreprise, il ne faut pas juste s'arrêter sur la landing, la homepage. Il faut vraiment regarder ce qu'ils font et ensuite mettre les missions que vous avez fait dans vos précédentes expériences ou dans vos associations ou dans vos passions, etc. Ouais. Mais où le recruteur peut se dire, OK, même s'il n'a jamais fait par exemple d'événementiel, il a l'air apte à pouvoir faire de l'événementiel et il fait des choses qui sont cohérentes. Il faut juste mettre des trucs logiques. Si tu postules en événementiel, Il faut mettre des trucs logiques. Ouais, mais il faut mettre des trucs logiques. Mais en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font de la masse. Et je vous mens pas, hein, les gens qui font de la masse, ça se voit. Et éviter les CV Canva aussi. Éviter les CV Canva, dit Gabriel, et il a raison. À un moment donné, oser prendre du temps pour faire un CV Ouais. Mais il n'y a direct. pas besoin de 1000 couleurs. Tu fais un truc simple. Ça sert à rien. Eh ben super, merci beaucoup pour cet échange. C'était passionnant. On a pu aborder plein de sujets, rassurer aussi globalement, je pense, tous les jeunes ou les parents qui étaient avec nous ce soir. La communication a de belles années devant elle. Il faut juste vivre avec globalement son temps et vivre avec les nouvelles technologies qui nous sont mises à disposition. Merci avec beaucoup. Passion, du coup. avec passion. Je disais avec passion. Absolument. Ouais, absolument. Ben, en tout cas, merci beaucoup Caroline, Gabriel et Antoine d'avoir Merci à accepté vous. cette invitation sur Meet Your School. Et puis, j'espère que on vous a accompagné ce soir, que vous avez apprécié ce live. Et puis, après, nous, ce qu'on recommande toujours sur Meet Your School, c'est que si vous avez un coup de cœur avec une école en général, rendez-vous sur site, allez la voir, parce que généralement, quand on s'engage pour 3 à 5 ans, c'est important. Moi, je retiendrai toujours ce témoignage d'une jeune fille qui nous disait que quand elle est arrivée dans l'école, elle s'est sentie comme chez elle. Et je trouve que c'est exactement ça qu'il faut que vous ayez comme sensation quand vous allez sur une journée porte ouverte, soirée porte ouverte, peu importe. Rencontrer les jeunes, enfin les ambassadeurs ou voilà comme Gabriel. On n'a pas parlé. Je suis d'accord avec vous. Faites les journées portes ouvertes, c'est essentiel. Oui. Ça, c'est indispensable. Et si vous le pouvez, renseignez-vous sur si l'école fait des journées d'immersion ou des académies de l'orientation ou des choses comme ça. Ce que nous, on fait. Par exemple, ça vous permet de venir passer une journée dans l'école pour vivre la vie d'un étudiant et pour voir vraiment si la pédagogie qui est développée, les personnes avec lesquelles vous allez travailler, ça va vous plaire. Si on aime ou pas. Et si on aime ou pas, tout à fait. Voilà. Exactement. Donc, ça, c'est essentiel. Super. Eh ben, merci beaucoup, du coup, Caroline, pour cette info. Et puis, on vous souhaite sinon une très belle soirée à tous. Et puis, il y a plein d'autres lives sur Meet Your School. N'hésitez pas à vous inscrire. À très bientôt. Bye bye. À bientôt. Au revoir.